Donc bonjour, vous êtes-vous déjà demandé combien d'argent Disney générait entre 2006 et 2018? Est-ce que vous êtes aussi déjà demandé comment se finançait ce mastodonte et quelles étaient ses sources de revenus principales? Si vous avez répondu à toutes ces questions, je vous conseille de mettre un like sur la vidéo et de vous abonner car des vidéos similaires vont arriver sur la chaîne. Lorsqu'on regarde les deux premiers graphiques ici, on voit le revenu de Disney d'un côté, puis de l'autre côté l'operating income de Disney. Donc le revenu, c'est tout ce qui est chiffre d'affaires. L'operating income, c'est le résultat opérationnel, c'est le chiffre d'affaires moins tous les coûts opérationnels de Disney. Donc, lorsqu'on voit, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que les media networks, c'est-à-dire télévision, radio, production de téléfilms, distribution de téléfilms, sont là où Disney fait le plus d'argent. Que ce soit revenu, operating income, qui se rapproche plus des bénéfices sans tout ce qui est taxes, intérêts, tout ce qui est plus ou moins financier ou comptable. Sans tout ça. Donc, on voit que les media networks, c'est la première source de revenus de Disney. Puis qu'ensuite, vient tout ce qui est parc d'attractions. La chose qu'on remarque aussi avec les parcs d'attractions, c'est que le revenu est largement plus supérieur que l'operating income. Ce qui laisse présager que les coûts opérationnels du parc d'attractions, en comparaison avec les télévisions câblées, sont beaucoup plus importants. Ensuite, on peut voir que la troisième source de revenus sont les studios de cinéma et que la quatrième, c'est tout ce qui est merchandising. Après, de manière à pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire, j'ai fait une moyenne représentant la proportion de chaque source de revenus dans le profit de Disney et dans le revenu global. Donc, lorsqu'on regarde la graphique avec le revenu et celui avec l'operating income, on remarque que pour le revenu des médias et télécommunications, on voit que l'operating income est plus important. La proportion de operating income est plus importante. C'est ce qu'on disait au préalable, que les coûts opérationnels pour les télévisions câblées étaient moindres en comparaison avec les coûts opérationnels des parcs d'attractions et tous les hôtels de Disney. On peut le voir parce qu'une fois qu'on transfère les revenus des parcs avec celui de operating income, on voit que les parcs ont un pourcentage moins important dans le total de l'operating income de Disney. Ensuite, on voit aussi un changement au niveau des studios et du merchandising. On voit que le merchandising est plus important au niveau de l'operating income, tout ce qui est cinéma. Donc là encore, on voit que les coûts opérationnels de tout ce qui est la création de films, la distribution de films est plus importante que la création de poupées. En gros, par rapport au operating income encore. L'autre graphique que vous pouvez voir actuellement, c'est un graphique qui montre une évolution de trois indicateurs de l'entreprise. C'est-à-dire, on a le revenu, le cost of goods sold et aussi, à la fin, le profit de l'entreprise. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un certain parallèle entre les différentes sources, entre ces différents indicateurs. C'est-à-dire que lorsque le revenu augmente, les dépenses pour générer ce revenu augmentent aussi. Et que lorsque le revenu, les dépenses augmentent, le profit, il a tendance à augmenter aussi. Ce qui nous laisse présager que Disney contrôle très bien, qu'il y a un contrôle des coûts qui est réalisé par Disney et que ce contrôle des coûts semble fonctionner. D'ailleurs, en 2018 ou 2019, sur le graphique, on peut très bien voir que lorsque la courbe augmente un peu plus vis-à-vis des dépenses que les revenus, on voit une diminution du profit, ce qui semble tout à fait logique. Puis avec l'autre graphique montrant les différentes sources de financement de Disney, on voit entre 2003 et 2005, on a l'impression qu'il se fait un peu plus avec la dette, mais qu'entre 2005 et 2018, le financement de Disney se fait beaucoup plus pour une augmentation de capital. Mais qu'en gros, c'est plutôt 50-50. C'est un peu de dette avec aussi du capital. On voit aussi la chose qui nous choque le plus, c'est en 2019, il y a une augmentation de la dette colossale. Et la dette, c'est ce qui est plus important. Et le capital aussi, une augmentation du capital importante. Cette augmentation de la dette et du capital, c'est sûrement pour financer l'acquisition de la Fox, qui a coûté en 2019 60 milliards 500 millions de dollars à Disney. Donc ils l'ont financé par de la dette, mais aussi par une émission de capitaux propres. C'est ce que nous dit ce graphique. Enfin, j'ai voulu comparer Disney avec ses concurrents. Et ce dont j'ai pu voir, notamment avec AT&T et Comcast, c'est que les concurrents de Disney, derrière AT&T, c'est une grande entreprise de télécommunications, mais qui a racheté la Warner.
Et Comcast, c'est une grande entreprise de télécommunications, mais qui a racheté tous les studios Universal. Ce que je remarque, c'est que les studios, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas adossés au même groupe. Disney est un groupe de divertissement pour les médias et tout, tandis que les deux autres se sont adossés à des mastodontes dans la télécommunication. Donc, je ne suis pas sûr que comparer les revenus, les profits nets, soit vraiment très intéressant. Je dirais que malgré cela, Disney tient bien la route, même si en groupe, même si j'aurais dû comparer par rapport à la Warner, mais en prenant les parcs d'attractions et tous les merchandising de la Warner et non toute l'activité de télécommunication d'AT&T et de Comcast, on a l'impression que malgré le fait qu'il y a tout un pôle différent, ben Disney tient quand même bien la route. Ils ont 13 milliards de dollars, 11 milliards de dollars, Comcast a 11 milliards de dollars de bénéfices et 13 milliards de dollars de bénéfices aussi. Donc, ils ont l'air de bien tenir la route entre 2018 et 2019. Donc,